Bonjour mes amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne d'apprentissage Excel et Power BI, Ahmed Lounes Stat. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans le titre de cette vidéo, le thème d'aujourd'hui sera les modèles de données. Pourquoi on a besoin d'apprendre les modèles de données sur Power BI? Les modèles de données sont l'ensemble des relations qu'on établit entre nos tables sources de données. Mais pourquoi faire? Parce que dans la majorité de temps, les données qu'on doit utiliser pour réaliser nos rapports et nos tableaux de bord existent dans de différentes tables, alors que les éléments qu'on doit afficher doivent être interactifs. Et on calcule parfois même des KPI dont les composantes de la formule viennent de différentes tables. Et avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube Ahmed Lounes Stat et d'activer les notifications, sans oublier de partager à vos amis. Dans cette vidéo, nous allons utiliser ces trois tables pour faire les différents exemples. Alors, on a la table prix, la table spécialité et PR, PR pour prix de revient, et la table vente. Dans la table prix, nous avons la colonne produit et la colonne prix. Et bien sûr, la colonne produit contient des éléments uniques, c'est-à-dire chaque produit n'existe qu'une seule fois, il ne se répète pas. C'est la même chose pour la table spécialité et prix de revient, mais dans la table vente, les produits se répètent parce que ce sont des ventes réalisées dans plusieurs tables. Pour tester les différents cas de figure de relation entre les tables, j'ai réalisé cette page qui contient 6 visuels et 4 filtres. Les visuels sont les suivants. Nous avons dans le groupe prix le premier visuel qui contient la colonne produit et la colonne prix, et tous les deux viennent de la table prix. Mais dans le deuxième visuel du groupe prix, nous avons la colonne produit qui vient de la table prix, mais on a le prix de revient qui vient de la table spécialité et PR. Dans le groupe spécialité et PR, on a le produit et le prix de revient qui viennent de la même table, spécialité et PR. Mais dans le deuxième visuel, nous avons la colonne produit qui vient de la table spécialité et PR, mais les ventes qui viennent de la table vente. Dernièrement, dans le groupe vente, nous avons le premier visuel qui contient les produits et les ventes qui viennent de la même table, la table vente, et le deuxième visuel qui contient les produits de la table vente et les prix de la table prix. Dans les filtres, nous avons trois filtres de trois tables différentes qui contiennent les mêmes valeurs, les valeurs produits, et nous avons aussi le filtre spécialité. On débute avec le cas où il n'existe pas de relation entre les trois. Et on va essayer de filtrer les 6 tables avec le même filtre. Si on utilise le filtre produit de la table prix, on trouve que ce filtre-là ne filtre que les éléments, c'est-à-dire la liste de produits du groupe prix. La même chose dans le deuxième filtre, le filtre produit de la table spécialité. Il ne filtre que la liste des produits du groupe spécialité et prix de revient. Pour le filtre produit qui vient de la table vente, il ne filtre que la liste des produits du groupe vente. Et si vous remarquez, la colonne prix de revient du groupe prix nous donne la somme des prix de revient. La même chose pour la colonne vente du groupe spécialité et PR, elle nous donne la somme des ventes. Et c'est le même cas pour la colonne prix du groupe vente. Elle nous donne la somme des prix. Alors on remarque qu'en absence des relations entre les différentes tables, il n'y a pas une interaction et un filtrage possible entre elles. Avant de commencer de réaliser des relations entre nos trois tables, nous devons connaître deux choses. La première, c'est qu'une relation entre deux tables est en réalité une relation entre deux colonnes des deux tables, et les deux colonnes doivent contenir plus ou moins les mêmes éléments. Je ne peux pas bien sûr faire une relation entre la colonne produit et la colonne spécialité, mais je dois faire une relation entre la colonne produit, par exemple, de la table vente et la colonne produit de la table prix, par exemple. La deuxième chose, c'est les types de relations. Nous avons une relation 1 à 1, c'est-à-dire si on fait une relation entre la table prix et la table spécialité et prix de revient, ça va être une relation 1 à 1 parce que chaque produit existe une seule fois dans les deux tables. C'est-à-dire le produit 10 existe une seule fois dans la table prix, existe une fois aussi dans la table
spécialité et prix de revient. Et c'est le même cas pour tous les produits. Contrairement à ça, si on fait une relation entre la table vente et la table prix, on va avoir une relation 1 à plusieurs parce que chaque produit existe une seule fois dans la table prix, mais il se répète dans la table vente. Il y a aussi la direction de la relation. Il y a la relation en sens unique et il y a la relation en double sens. Qu'est-ce que ça veut dire une relation en sens unique? Ça veut dire que, par exemple, comme je vois ici, j'ai une relation en sens unique. La table à gauche peut filtrer et commander la table qui se trouve à droite. Mais on ne peut pas avoir l'inverse. Contrairement à ça, la relation entre cette table et celle-là est une relation en double sens, ce qui veut dire que chaque table peut filtrer et commander l'autre table. Si on établit une relation entre une table et une autre via une colonne dont les éléments ne se répètent pas dans les deux tables, la relation sera par défaut en double sens et on ne peut pas le mettre en sens unique. On va commencer tout de suite à créer des relations entre nos trois tables. On va à la page des modèles de données et je trouve que j'ai mes trois tables, la table vente, la table spécialité, EPR, et la table prix. Et j'ai la liste des colonnes qui existent dans chaque table. On trouve que la colonne produit existe dans les trois, alors ça serait préférable de créer la relation via cette colonne. Je vais commencer par la relation 1 à 1 qui lie la table spécialité PR à la table prix. Je dois glisser la colonne produit de la table spécialité vers la colonne produit de la table prix, ou je peux faire l'inverse. On trouve qu'un trait a été dessiné qui me montre dans ses extrémités le type de relation 1 à 1 parce que chaque produit existe une seule fois dans chaque table et on a au milieu de ce trait la direction de la relation. Ce symbole veut dire que la relation est en double sens. Mais si je crée une relation entre spécialité et vente, je vais avoir quelque chose de différent. Je glisse la colonne produit de la table spécialité vers la colonne produit de la table vente et je trouve que le type de relation est 1 à plusieurs. Plusieurs s'affiche comme une étoile. Et on voit aussi que la direction est en sens unique de la table spécialité vers la table vente via la colonne produit. Si je survole le trait avec la souris, il m'affiche un highlight sur les colonnes avec lesquelles j'ai établi la relation. Et bien sûr, cette relation ne peut jamais être en sens unique à partir de la table vente vers la table spécialité. On va voir ça tout de suite. Si je glisse produit de la table vente vers produit de la table spécialité, la direction reste la même. Pour rendre cette relation en double sens, je dois faire un double clic sur la relation. Une boîte de dialogue s'affiche qui me permet de modifier la relation. Je peux modifier les tables sur lesquelles j'ai établi la relation, comme je peux, en sélectionnant les colonnes, modifier la colonne qui entre dans la relation. Et ici, nous avons la direction du filtrage croisé qui me permet de rendre ma relation en double sens. Je fais OK et l'icône de la direction filtrage change. Maintenant, vous voyez qu'il existe une relation entre la table prix et la table vente, mais de façon indirecte. Il y a une relation à travers la table spécialité PR. Si j'essaie de créer une autre relation entre la colonne produit de la table prix et la colonne produit de la table vente, j'aurai une liaison inactive parce qu'il existe déjà une liaison entre les deux. Je vais essayer de le faire. Vous allez voir que j'aurai des tirets, pas un trait, ce qui veut dire que cette relation est inactive. Si je fais un double clic et j'essaie de rendre cette relation active, j'aurai ce message qui me dit qu'il existe déjà une relation entre prix et vente. Vous ne pouvez pas créer une relation active directe entre vente et prix, car un ensemble actif de relations indirectes existe déjà entre ces tables. Pour que cette relation soit active, définissez la direction de filtrage croisé avec la valeur à sens unique et supprimez ou désactivez d'abord toutes les relations indirectes. C'est ce que je ne veux pas faire, bien sûr. Alors,
je fais OK et je supprime ma relation parce qu'elle ne sert à rien. Maintenant, je veux tester mes relations. Je les ai créées, OK, mais je dois les tester sur mes visuels et avec mes filtres. C'est pour ça que je reviens à mon rapport. La première chose que je remarque, c'est que les colonnes quantitatives qui viennent de tables étrangères ne sont plus un total général. Ce qui veut dire que la table étrangère envoie à la table qui reçoit ces colonnes quantitatives un chiffre filtré par rapport au produit. Si je commence à tester l'interaction entre les filtres produits et les autres visuels, je trouve que mes filtres interagissent avec toutes les tables. Comme vous voyez, je suis en train de filtrer et le produit que je choisis soit filtré dans tous les visuels et dans toutes les tables. C'est la même chose pour le deuxième filtre et la même chose pour le filtre produit de la table vente. Maintenant, je dois voir, est-ce que la colonne spécialité, qui n'est pas la colonne avec laquelle on a établi les différentes relations, est-ce qu'elle filtre les deux autres tables? C'est-à-dire, est-ce que lorsque je sélectionne une spécialité, bien sûr, la colonne produit de la table spécialité soit filtrée pour ne garder que les produits de la spécialité sélectionnée? Est-ce que cette action va filtrer les mêmes produits dans les deux autres tables? On revient à notre rapport. On fait un test et je remarque que les produits changent dans tous les visuels. Avant d'aborder les diagrammes de classe, j'ai oublié de vous parler des relations plusieurs à plusieurs. J'ai ici une petite table que j'ai masquée qui est la duplication de la table vente. Et vous savez que tous les deux ont des éléments qui se répètent. Les produits se répètent dans les deux tables. Je vais essayer de créer une relation entre les deux via la colonne produit et j'aurai une alerte dans cette boîte de dialogue de création de relation. Ce message me met en alerte disant que l'utilisation des relations plusieurs à plusieurs ne donne pas toujours de bons résultats, bien sûr selon les données qu'on a dans nos tables. C'est pour ça que je préfère utiliser une table intermédiaire entre les deux. Si j'ai deux tables que je veux faire entre elles une relation via une colonne qui contient des éléments qui se répètent, je mets entre elles une table qui contient la même colonne sans répétition. C'est un peu comme la relation qu'il y a entre la table prix et la table vente. Il y a une table intermédiaire. Et comme ça, on évite toute défaillance dans cette relation plusieurs à plusieurs. Voyons maintenant les diagrammes de classe. Pour simplifier les choses, j'ai créé cette table qui contient la colonne produit, la colonne objectif et la colonne date. Bien sûr, j'ai mis un seul produit pour simplifier. Dans Power BI, je veux avoir un segment qui me filtre des périodes dynamiques. Par exemple, je suis en mois de mai et je veux avoir un widget qui me donne des agrégations pour 2022 et un autre qui me donne des agrégations pour 2023. Mais je dois switcher entre les périodes dynamiques. Admettons que je veux avoir les objectifs en year to date. J'ai dit que je suis en mois de mai, alors je veux avoir la somme de ces valeurs, que ce soit pour 2022 et pour 2023. Et je veux, sur le même filtre, switcher vers le month to date, c'est-à-dire les objectifs du mois en cours. Je suis au mois de mai, alors il va me donner ces deux valeurs. Et lorsque je sélectionne sur mon filtre la valeur annuelle, il va me donner la somme des objectifs dans chaque année. Si par exemple, ce petit carré est notre filtre de Power BI, ça serait pas pratique d'aller sélectionner mois par mois pour filtrer le year to date. Et c'est pas très professionnel d'aller faire des duplications de la table initiale, écraser certains éléments et avant de fusionner, créer les valeurs de notre colonne période, puis fusionner les trois tables et utiliser cette colonne dans notre filtre. C'est pour ça que je dois avoir un diagramme de classe dont le schéma est sous vos yeux. Et pour le faire, j'ai créé une colonne qualitative qui contient un symbole pour chaque année. C'est la colonne année. J'ai fait N-1 comme année de base pour 2022 et N pour l'année en cours qui est 2023. Et j'ai créé un symbole pour chaque mois. Et on voit que janvier 2022 et janvier 2023 ont le même symbole, 01-26J.
Le mois de juin, 06-26J. Le mois de septembre, 09-26S, etc. Et j'ai commencé par le chiffre pour assurer un bon tri croissant au cas où je mets cette colonne sur un axe de X par exemple pour comparer entre les objectifs des 2 années. Ensuite, j'ai créé une autre table qui ne contient qu'une seule colonne, qui est la colonne mois, et bien sûr sans répétition. Chaque symbole de mois n'existe qu'une seule fois dans la table mois. Enfin, j'ai mis les 12 symboles de mois et j'ai écrit à côté le mot annuel. En dessous, j'ai mis les 5 premiers mois puisque je suis au mois de mai et le year to date, c'est tous les mois qui viennent entre... Pardon, j'ai fait une erreur ici. C'est bon? C'est tous les mois qui viennent entre janvier et le mois de mai. Si c'est le mois de mai et le mois en cours, si je suis au mois de septembre, le year to date sera tous les mois qui sont entre janvier et septembre, etc. Et le month to date, c'est le mois en cours. Je l'ai mis en dessous avec la valeur month to date. Et je dois créer des relations de préférence en double sens entre la table des périodes et la table des objectifs avec un intermédiaire qui est la table mois. Je vais créer le diagramme de classe tout de suite sur Power BI. J'ai importé mes 3 tables, la table période, la table mois et la table objectif. Et pour réaliser la relation entre la table mois et la table période, je glisse la colonne mois de la table mois vers la colonne mois de la table période et je mets la direction en double sens. Je fais la même chose pour la relation entre la table mois et la table objectif. Je glisse la colonne mois de la table mois vers la colonne mois de la table objectif. Double-clic sur la direction et je fais en double sens. Maintenant, je vais tester mon diagramme de classe. Je viens de créer 2 widgets qui vont nous donner l'agrégation objectif de vente 2022 et l'agrégation objectif de vente 2023. J'ai créé un filtre, 2 widgets et un graphique. Les 2 widgets pour nous donner les agrégations des objectifs pour les 2 années. Le graphique pour faire la comparaison entre l'objectif 2022 et celui de 2023 pour chaque mois. Et le segment pour filtrer les périodes. Je vais alimenter la carte à gauche avec les objectifs 2022. Je vais à objectif. Je mets dans la case champ la colonne objectif. Je vais au filtre, toujours en sélectionnant ma carte. Je glisse la colonne année dans la case vide des filtres sur ce visuel et je coche N-1. J'insère la colonne objectif dans la deuxième carte, objectif dans la case champ. En sélectionnant toujours la carte, je glisse année dans les filtres sur ce visuel et je fais N. Je ferme les filtres, je sélectionne mon graphique et j'insère mes variables. Dans les X, je vais mettre les mois, comme l'axe des X. Dans la légende, les années. Dans l'Y, les valeurs qui sont les objectifs. Et l'année dans la légende. Je fais un tri par mois en ordre croissant pour qu'il me donne janvier, février, mars, etc. jusqu'à décembre. Enfin, je dois mettre les périodes dans mon segment. Je vais à la table période et j'y insère les périodes dans les champs. J'ai ces 3 valeurs annuelles, month to date, year to date. Bien sûr, lorsque je sélectionne annuel, il ne se passe rien. L'année contient les 12 mois et j'ai déjà les 12 mois insérés. Lorsque je fais year to date, j'aurai uniquement les 5 premiers mois de chaque année. Et lorsque je sélectionne month to date, j'aurai uniquement le mois de mai. Si cette vidéo vous a été utile, merci de me laisser un j'aime, de vous abonner à ma chaîne Ahmed Bounastat et d'activer les notifications. Et on se voit dans une autre vidéo.